je m'apprête à vous présenter aujourd'hui plusieurs travaux qui ont en commun d'expliquer la situation de nos finances publiques et leurs perspectives. Le rapport sur l'exécution du budget de l'État, la certification des comptes de l'État pour 2024, qui tous deux ont été joints au projet de loi de résultat de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, anciennement appelé loi de règlement, l'avis du Haut Conseil des finances publiques relatif à ce projet de loi, et un avis du Haut Conseil relatif au rapport d'avancement annuel du plan budgétaire et structurel à moyen terme 2025-2029, le PSMT, qui remplace l'ancien programme de stabilité PSTAB. Ouf. Tous ces travaux sont produits aujourd'hui même, avec un point d'attention sur un point, car je vais donner l'impression de me répéter en me contradisant, qui est que le RBDE et l'acte de certification de l'État portent uniquement, comme le nom l'indique, sur les finances de l'État, alors que les deux avis du HCSP portent sur les finances de toutes les administrations, un périmètre beaucoup plus large, qui fait que les chiffres seront différents, mais en réalité, ce n'est pas une contradiction. C'est toujours un débat très important pour nous et pour le débat public et citoyen sur les finances publiques que la publication de ces rapports. Cette année, cette publication a quand même un caractère particulier. Il y a quelques jours, le ministre de l'Économie a annoncé une révision à la baisse de la prévision de croissance pour 2025 de 0,9 à 0,7%, et on sait que les turbulences au niveau international pourraient engendrer de nouvelles évolutions. Le Premier ministre l'a signalé lui-même hier, et ceci s'ajoute aux fragilités initiales de notre trajectoire de moyen terme, déjà soulignée par la Cour et par le HCFP ces derniers mois, et ça ne doit pas nous faire dévier. Mon message premier, c'est qu'il est important de respecter le PSMT, à commencer par l'objectif de déficit de 5,4% en 2025. Nous sommes vraiment sur une ligne de crête ou au pied du mur, sans utiliser des formules trop spectaculaires. Nous devons faire preuve en la matière d'une extrême vigilance. Aucun relâchement n'est possible. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite remercier les artisans de ce très gros travail. Ils sont tous là autour de moi, je ne vais pas les nommer, il y en a encore d'autres. Je vais citer Karine Camby, la présidente de la Première Chambre, Nicolas Carnot, le rapporteur général du HCFP, et Denis Soubeyran, qui pilote les équipes de certification, Emmanuel Jalisini étant M. Gilquin, Mme Legros, etc. Je vais débuter mon propos par la présentation du rapport sur le budget de l'État en 2024, qui, comme je l'ai rappelé, analyse le budget de l'État. En février dernier, je vous présentais notre rapport sur la situation d'ensemble de finances publiques. Il qualifiait l'année 2024 comme celle d'une dérive inédite des finances publiques, principalement en raison d'une forte dynamique des dépenses des collectivités locales et des dépenses sociales. Je le dis au passage, car tout le monde semble se concentrer uniquement sur le volet recettes, mais il y a beaucoup à dire sur le volet dépenses. On ne peut pas cacher ce sujet sous la table. Le constat était un peu plus nuancé s'agissant de l'État, et notre rapport publié aujourd'hui le confirme. Le RBDE revient sur le déficit budgétaire toujours très élevé de l'État, qui accroît le besoin de financement et la dette, au terme de l'exercice 2024 que je qualifierais d'assez chaotique. Dans ce contexte, le déficit budgétaire de l'État a atteint 156 milliards d'euros en 2024. C'est un mauvais résultat, supérieur de 9 milliards d'euros à l'objectif fixé en loi de finances initiale pour 2024. Il s'améliore de 17,1 milliards d'euros par rapport à 2023. Ce n'est pas un motif de gloire, parce que c'est vraiment le minimum, car la quasi-extinction des mesures exceptionnelles prises pour faire face à la hausse des prix d'énergie représente une moindre dépense de 17 milliards d'euros. Donc logiquement, on aurait dû avoir plutôt un excédent, ou plutôt un chiffre supérieur à cette dégradation-là. Ce déficit reste très éloigné du niveau constaté avant la crise sanitaire. Il est aussi supérieur à celui de 2022, qui était marqué par le déclenchement de la guerre et la montée de l'inflation. Donc c'est un mauvais résultat. Ce niveau de déficit, toujours très élevé, a plusieurs causes. Il est principalement imputable à la conception même du projet de loi de finances pour 2024, qui était établi sur des bases peu réalistes. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises devant vous. Nous avions, alors là je jongle un peu avec les casquettes, le Haut Conseil des finances publiques avait jugé la prévision de croissance initiale, qui était de 1,4%, élevée, et c'était franchement le moins que nous puissions dire à l'époque, puisque le consensus économique était à 0,8%. La partie recette
de la loi de finances initiale reposait sur cette prévision de croissance surestimée, qui a été abaissée de 0,4 points dès février 2024. Elle reposait aussi sur des prévisions élaborées à l'été 2023, qui étaient nettement trop optimistes en termes d'évolution spontanée des grands impôts. Et au moment de faire le PLF, en réalité, on aurait dû intégrer que ces prévisions optimistes n'étaient déjà plus d'actualité. Je ne reviens pas sur ce débat-là, mais bon, dans sa partie dépenses, la loi de finances initiale manquait singulièrement d'ambition. À part la fin de quelques mesures exceptionnelles que j'ai citées, aucune réforme structurelle n'était inscrite dans le projet de loi de finances, en dépit des revues de dépenses qui avaient commencé dès le début de l'année 2023. À ces deux faiblesses de la loi de finances initiale s'est ajoutée l'ombre portée de très mauvais résultats de l'exercice 2023. La dégradation de 2023 n'a été pleinement mesurée qu'en toute fin d'année, ce qui explique l'effet de base qu'elle a engendré et qui ne pouvait être que partiellement anticipé, mais ça a eu un effet très clair. Dans ces conditions, une loi de finances rectificative en février ou en mars 2024 eût non seulement été logique, mais nécessaire pour tirer les conséquences des résultats de 2023 qu'on connaissait alors et en quelque sorte sauver le solde 2024 et avec lui la crédibilité de notre trajectoire. Le gouvernement a fait le choix, dans les conditions qu'on connaît, de ne pas déposer de projet de finances rectificative et il s'est ainsi privé du seul vecteur qui eût permis un ajustement des recettes. À la place a été mise en œuvre, j'en donne acte, une stratégie de gestion serrée et sous tension des crédits du ministère, avec deux décisions un peu contradictoires, qui est d'un côté l'annulation de 10 milliards d'euros de crédits en février 2024 et quasi simultanément en mars 2024, le report entrant de 16 milliards d'euros de crédits. C'est ce qui nous a fait caractériser l'année 2024 de gestion erratique et de pilotage à vue en matière de crédit budgétaire. Franchement, revenir dans le Parlement eût été la cohérence la plus simple. Par la suite, on le sait, des successions de reports, de gel, de surgel, de rabots. Cette succession a donné des résultats visibles en termes de maîtrise des dépenses, mais l'économie in fine réalisée n'est pas pérenne. Je vais y revenir. La conséquence de ce déficit toujours très élevé, c'est un besoin de financement et une dette de l'État qui continue d'augmenter et qui atteignent des niveaux toujours plus préoccupants. Le besoin de financement de l'État atteint 305 milliards d'euros en 2024, supérieur de 85 milliards d'euros au niveau d'avant la crise sanitaire, qui est finie quand même depuis un certain temps. Et dans ce contexte, l'encours de dette continue d'augmenter, c'est mécanique. À la fin de 2024, l'encours total de la dette de l'État a atteint 2602 milliards d'euros. Il a donc progressé de 1075 milliards d'euros en 10 ans, de près de 780 milliards d'euros depuis 2019, ce qui est évidemment colossal et pose la question du coût de cette dette dans un contexte de taux plus élevé. Au second semestre 2024, disons-le aussi, l'instabilité 2024 gouvernementale qui a succédé, sans que j'établisse de causalité, à ces péripéties financières, a été sanctionnée par les marchés, avec une augmentation des intérêts décaissés de près de 5 milliards d'euros, pour atteindre 46,5 milliards d'euros. Je parle bien de l'État, toujours. Je rappelle à cet égard que la dernière mesure des taux français à 10 ans était de 3,26% et que le spread avec l'Allemagne atteint toujours près de 80 points de base. Nous ne sommes plus dans la décennie miraculeuse des années 2010-2019, plutôt 2012-2019 pour être précis, quand les taux baissaient tellement que la dette augmentait sans que son coût s'en ressente. Et c'est tout l'inverse aujourd'hui. Et ça va aller en s'accélérant. On parle moins du déficit qui correspond à la nouvelle dette, mais d'ici à 2030, l'État devra avoir renouvelé 50% de son encours, soit 1300 milliards d'euros. Et il le fera à un taux d'intérêt très supérieur à celui auquel cette dette avait été émise 10 ans plus tôt. Il faut y penser, car automatiquement, ça renchérit le coût de notre dette. Notre rapport analyse ensuite plus finement les composantes de ce solde. Je vais débuter par les recettes fiscales. Elles avaient baissé de plus de 7 milliards d'euros en 2023. Elles augmentent légèrement en 2024, ce qui les porte à 325,7 milliards d'euros. Mais cette progression est à relativiser. D'abord, elle est très modeste, elle est même inférieure à la croissance du PIB. Ensuite, elle est tirée uniquement par des hausses d'impôts et non par une dynamique d'ensemble. L'évolution spontanée des prélèvements obligatoires les tire même plutôt à la baisse. Aucun des grands impôts n'a été dynamique en 2024, en dépit d'une croissance qui était positive, tout à fait convenable. Au-delà de cette relative progression par rapport à 2023,
Ce qui est surtout frappant, c'est que les recettes fiscales sont très nettement inférieures aux prévisions de la loi de finances. Depuis 5 ans environ, des écarts importants sont constatés entre prévision et exécution des recettes fiscales. Mais, après 2 années, plutôt des bonnes surprises, les mauvaises surprises en matière de recettes ont particulièrement marqué ces 2 dernières années. Cet écart est en 2024 plus de 4 fois plus élevé que l'année précédente. Les recettes fiscales nettes sont inférieures en exécution de 22,8 milliards d'euros par rapport à la prévision de la loi de finances initiale. Là aussi, la prévision est tombée à côté. Cet écart considérable provient de multiples facteurs. Il s'explique aux 2/5 par l'effet de base des mauvais résultats de 2023. Les 3/5 restants proviennent assurément de l'optimisme des prévisions en LFI 2024. Et pour ne citer qu'un exemple, l'impôt sur les sociétés, l'écart de prévision sur cet impôt est considérable, 17,8% de son produit final. Et en miroir, les mesures nouvelles de périmètre et de transfert de fiscalité ont permis d'augmenter les recettes fiscales nettes de 3,6 milliards d'euros en 2024, soit 5,6 milliards d'euros au-dessus de la prévision de la LFI pour 2024. J'ai déjà eu l'occasion de préciser dans la commission d'enquête sur les prévisions, dont les résultats et préconisations sont, je le crois, attendus aujourd'hui même, qui auraient été filtrés un peu partout. Il est absolument, à mes yeux, inconcevable de conserver de telles incertitudes dans les prévisions qui sous-tendent nos trajectoires de finances publiques. Il faut impérativement revoir notre façon d'élaborer nos prévisions, et je vais y revenir dans la présentation de l'avis du HCFP. Aujourd'hui, une exigence de réalisme et de prudence doit guider les prévisions macroéconomiques. Nous saurons toujours que faire d'une bonne surprise, alors que les mauvaises surprises seront de plus en plus complexes, difficiles à absorber. C'est une question de lucidité autant que de volonté politique. Il ne faut pas s'amuser à se faire plaisir avec de bons chiffres inventés pour pousser devant soi les problèmes. Il faut les traiter. Et la volonté politique, c'est un peu ce qui semble avoir fait défaut pour réduire effectivement et durablement les dépenses de l'État au cours de l'année 2024. La normalisation du contexte économique à l'automne 2023 aurait dû conduire à une action résolue pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Ça aurait dû intégrer des économies structurelles inspirées par les revues de dépenses lancées par le gouvernement. Il n'en a rien été. Les dépenses de l'État ont diminué en 2024 de 11,3 milliards d'euros pour s'établir à 443,4 milliards d'euros. Mais cette baisse s'explique d'abord par la résorption évoquée des dispositifs exceptionnels de soutien face à la hausse des prix de l'énergie pour 17,3 milliards, et d'autre part par de bonnes surprises, notamment sur la charte de la dette qui diminue facialement grâce à la baisse de l'inflation. En parallèle, les autres dépenses ont augmenté de 10,6 milliards d'euros, presque autant qu'en 2023. D'ailleurs, l'augmentation marquée des dépenses de personnel, avec 8 milliards de dépenses supplémentaires, appelle à la vigilance. Au-delà de ces grandes masses, le pilotage à vue du gouvernement, la gestion des dépenses ont permis d'annuler un total de 17,8 milliards de crédits sur l'année, mais ces annulations ont en partie servi justement à compenser le dépassement de certaines dépenses à hauteur de 8 milliards. Seule la différence, soit près de 10 milliards, a permis de limiter l'ampleur du dérapage. L'ensemble de nos analyses converge donc vers un impératif, toujours le même, que je ne cesserai de répéter et de marteler jusqu'à ce qu'il soit finalement pris en compte. Donc j'ai peur que ce soit au-delà, en tout cas jusqu'au terme de ma présidence à la Cour des comptes. Il est urgent que l'exercice de revue de dépenses engagé début 2023 prenne enfin l'ampleur et la portée nécessaires pour enclencher une véritable révolution et à tout le moins une profonde évolution de la dépense publique, qu'il permette de renforcer la qualité de la dépense et qu'il étaye de manière enfin crédible le projet de loi de finances pour 2026. Nous faisons d'ailleurs une recommandation en ce sens dans notre rapport, dans le contexte du plan d'action pour améliorer le pilotage des finances publiques annoncé par le gouvernement en mars. Il serait utile d'inclure dans les documents budgétaires pour chaque mission un tableau récapitulant l'évolution de la dépense entre la LFI et l'exercice et le projet de loi de finances pour l'exercice suivant, avec 3 facteurs: l'évolution tendancielle des dépenses, les dépenses nouvelles, les économies proposées. C'est simple, on s'en a l'air, mais ça aurait le mérite de la lisibilité de la politique budgétaire qui doit reposer sur des choix explicites et transparents. J'en viens à présent à la certification des comptes de l'État par la Cour. La certification consiste à donner une opinion sur la régularité
la sincérité et la fidélité des comptes. C'est une mission, c'est une prérogative de puissance publique déterminante pour apprécier la situation financière réelle de l'État et de la sécurité sociale. Et tout ça est consacré dans la LOLF. Je suis désolé, et pour être honnête, franchement agacé, que pour la 19e année consécutive, c'est bien ça, 19e, les comptes de l'État ne soient pas en mesure d'être certifiés sans réserve très significative. Notre rapport, intitulé Acte de certification, mentionne 5 anomalies significatives, c'est-à-dire des points sur lesquels nous estimons que les comptes sont sous-évalués ou surévalués de plusieurs milliards d'euros. Il mentionne également 11 insuffisances d'éléments probants ou incertitudes, c'est-à-dire des points sur lesquels nous sommes incapables de réconcilier les chiffres qui figurent dans les comptes avec ce que nous savons par ailleurs des finances de l'État. Il y a donc en tout pour plusieurs dizaines de milliards d'euros de différence. Certes, 2 incertitudes ont disparu par rapport à notre opinion sur les comptes 2023. Il s'agit d'une part de l'incertitude portant sur le montant des prêts garantis par l'État, les PGE, et d'autre part de celle qui porte sur le montant des charges relatives au dispositif d'intervention dans le dispositif de l'énergie. Mais la même année, alors que 2 incertitudes disparaissaient, 2 sont apparues, l'une sur l'absence de mention des engagements pris dans le domaine de la formation professionnelle, l'autre sur l'évaluation des engagements pris par l'État envers les régimes spéciaux de retraite. Et donc, on trouve le même nombre de points de réserve que l'année précédente. Ce sont des points qui peuvent être divisés en 2 catégories, ceux pour lesquels la fiabilisation des chiffres requiert d'importants travaux de l'administration et ceux qui correspondent à un refus persistant de l'administration d'appliquer les principes et normes comptables communément acceptés. J'aimerais vous faire part, non pas de ma mauvaise humeur, mais de ma très mauvaise humeur, s'agissant des suites, ou plutôt de l'absence, ou de la quasi-absence de suite de nos recommandations et analyses, qui sont données à l'acte de certification que nous publions annuellement. Vous savez, moi, j'ai une vie derrière moi de serviteur du public, mais j'ai quand même suffisamment rencontré d'entreprises dans ma vie pour vous dire que j'imagine la situation d'une entreprise où le commissaire aux comptes certifierait les comptes avec de fortes réserves, ne certifierait pas, où le conseil d'administration, le conseil de surveillance dirait « on s'en fiche ». Ce n'est pas sérieux. L'État fait ça. La sécurité sociale fait ça. Or, les réserves formulées par la Cour ne sauraient être prises à la légère ou contestées. Elles devraient au contraire faire l'objet de toute l'attention de l'administration pour les faire disparaître. Dans ces conditions, je dois dire que la Cour s'interroge sur l'évolution de sa position à l'occasion des comptes de 2025. Je pense que la logique d'accompagnement des efforts de l'administration, et nous le reconnaissons, a peut-être atteint ses limites. Autrement dit, en l'absence de progrès significatifs en 2025, et j'ai écrit hier à ce sujet au ministre de l'économie et des finances et à la ministre des comptes publics, notamment sur la résolution des anomalies significatives, la Cour pourrait être amenée à en tirer les conséquences dans son opinion, en cohérence avec les normes internationales d'audit auxquelles elle se réfère. Autrement dit, ne pas certifier les comptes si on continue à ne pas être dans un jeu qui soit sérieux, comme il doit l'être, dans le cadre de l'application d'une loi organique qui doit s'appliquer d'abord à l'État, ou être appliquée par l'État. Je ferme cette parenthèse brève, ces travaux sont remarquables. Nous avons des équipes très dédiées et très dévouées. Cette mission est une mission que nous n'avons pas demandée. Nous l'avons de par la loi. Elle doit être respectée. Parallèlement à ces 2 rapports que je vous ai présentés, le Haut Conseil des finances publiques a rendu aujourd'hui 2 avis. Et je change donc de casquette, je deviens président du Haut Conseil des finances publiques. Il porte cette fois-ci sur l'ensemble des administrations publiques, c'est-à-dire un champ qui comprend non seulement l'État, mais aussi ses opérateurs, les administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs opérateurs. Je vais débuter par l'avis relatif au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024. Alors, il y a plusieurs messages, je vais les prendre dans l'ordre, j'en prends 3. D'abord, je reviens sur l'ampleur de la dégradation des comptes publics en 2024. Année noire pour les finances publiques. Le déficit public de toutes les administrations a continué de se creuser l'année dernière. Il a augmenté de 0,4 points de PIB par rapport à 2023 pour s'établir à 5,8 points, soit presque 170 milliards d'euros à la fin de l'année 2024. Pour mémoire, il était de 5,4 points de PIB en 2023, de 2,4 points de PIB avant la crise sanitaire de 2019. Dans ce contexte,
Et dans le détail, les dépenses publiques ont connu une hausse de 3,9% en valeur. En volume, ce que nous appelons le cœur de la dépense, soit la dépense hors charge d'intérêt et hors mesures exceptionnelles de soutien, a connu sa plus forte hausse sur les 10 dernières années. En parallèle, la croissance des prélèvements obligatoires de 2,4% est moins forte et également moins rapide que la croissance du PIB. In fine, la dette grimpe de 3 points et s'établit à 113 points de PIB. Ces chiffres sont connus. Notre alerte tient en quelques mots. Le PLF 2024, qui avait vocation à amortir cette dégradation, constitue une occasion manquée. Et je le redis, ce n'est pas une année blanche, ce n'est pas une année perdue, c'est une année noire, avec un déficit public dégradé de 1,4 point de PIB par rapport à la prévision de la loi de finances pour 2024. Le Haut Conseil a examiné les différents facteurs qui expliquent cet écart, qui est considérable parce que nous sommes hors période de crise. Je l'ai dit, il n'y a pas de signe de la nature de ce que nous enregistrons aujourd'hui. La croissance était potable en 2024, 1,1% in fine. Ça tient d'abord avant tout au prélèvement obligatoire. L'écart aux prévisions en matière fiscale est de 40 milliards d'euros, dont plus de 20 milliards d'euros pour les recettes fiscales nettes de l'État. L'écart s'explique pour moitié par le résultat 2023, je l'ai dit, plus dégradé qu'attendu en PLF 2004, mais aussi par l'autre moitié par des rendements plus faibles que prévus, notamment sur l'IS, avec un écart de 15 milliards, et la TVA, avec une différence de 12 milliards d'euros. Le HCFP avait déjà alerté sur les hypothèses particulièrement optimistes du gouvernement sur la TVA, sur l'IS. Les choses étaient sans doute moins prévisibles et là, on a sans doute perdu le contact avec l'évolution de l'impôt sur les sociétés. Le second facteur d'explication du non-respect de l'objectif de solde pour 2024 tient, on le néglige, mais il est là, aux dépenses plus élevées qu'anticipées, avec un écart tout de même de plus de 13 milliards d'euros de dépenses par rapport au PLF 2024. C'est pas rien. Sur ces 13 milliards d'euros, plus de 7 milliards, soit plus de la moitié, résulte du dynamisme des dépenses locales. Et au sein de ces 7 milliards de dépenses locales, la quasi-totalité concerne les seules dépenses de fonctionnement. Disons-le, puisqu'on dit toujours, oui, mais nous investissons, c'est vrai. Mais là, c'est plutôt sur le fonctionnement que le dérapage a lieu. À cet égard, le Haut Conseil souligne à nouveau la difficulté à tenir les objectifs en dépenses des administrations publiques locales en l'absence de mécanismes contraignants. Quand on nous avait présenté ici même le PLF pour 2024, nous avions noté que les chiffres donnés, je crois que c'était 0,5% de baisse, en l'absence de mécanismes soit contraignants, soit même de dialogue, étaient virtuels. Ils ne se sont pas matérialisés. Au contraire, on attendait une baisse, on a eu une assez hausse significative. Sur les 6 milliards d'euros d'écart à la prévision de dépenses qui restent, 5 milliards d'euros découlent des dépenses d'assurance chômage, d'assurance maladie. En résumé, premier message, l'aggravation très préoccupante de nos finances publiques en exécution de 2024 nous retarde dans le redressement de notre trajectoire, malgré la gravité de la situation et l'entrée, mais qui est consécutive en procédure pour déficit excessif au titre de l'année 2023.